Aujourd'hui, on reçoit Marlène Caram, qui est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheure au pôle de recherche sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles du CIS de Laval. Ce midi, elle vient nous présenter les résultats de sa recherche sur la coordination des soins et des services regards croisés des prestataires et des bénéficiaires. Alors, Marlène, je te laisse la place. J'ai pas dit que je t'en trop vite. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir de vous présenter les résultats de cette étude qui a été menée au CIS de Laval et où on a croisé les regards des coordinatrices des soins et des usagers et des aidants proches. Avant de commencer, je voudrais simplement, voilà. Je voudrais simplement préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer et que le projet a bénéficié d'une subvention de la part du CRSH dans le cadre du programme Engagement partenarial. Dans le cadre de cette étude, le partenariat avait été établi entre une équipe de recherche de professeurs de l'Université de Montréal et la direction des soins infirmiers du CIS de Laval, que je remercie énormément. J'en profite aussi pour remercier tous les participants. Le plan de la présentation est assez traditionnel dans le sens où on va parler brièvement de la problématique qui a mené à cette étude, l'objectif, deux mots sur la méthode sans trop s'y attarder, et puis on va parler des résultats qui seront divisés en deux grandes parties, donc l'expérience, les barrières, les facilitateurs, l'expérience des utilisateurs, et puis les pistes d'amélioration, une petite conclusion et ça nous laisse le temps pour vos questions à la fin. Jacinthe m'avait prévenu que je n'ai que 30 minutes pour laisser 30 minutes pour les questions et les réponses. Commençons donc d'abord par la problématique qui a mené à cette étude. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui vivent avec des besoins qu'on va appeler des besoins complexes. C'est quoi les besoins complexes? En fait, cela résulte de la combinaison de différents domaines de vulnérabilité, comme vous voyez sur l'image qui est devant vous. Donc, la vulnérabilité physique, qui, elle est due à des maladies chroniques, à la polypharmacie, à une déficience fonctionnelle. Le domaine de vulnérabilité en lien avec des déficiences cognitives, des vulnérabilités sociales, dont l'isolement social, par exemple, l'état de santé mentale qui pourrait être précaire, les caractéristiques de l'individu qui incluent la faible littératie de la santé, par exemple, mais aussi l'âge avancé de la personne. Et alors, une modification, un changement majeur dans la trajectoire de vie ou de santé de cette personne. Et c'est vraiment la combinaison de ces différents domaines de vulnérabilité qui vont faire que cette personne-là, elle a des besoins complexes qui nécessitent un arrimage entre les soins de santé et les services sociaux en vue d'y répondre. Et ce sont souvent des personnes qui vont devenir des patients coûteux et des utilisateurs fréquents des services de santé si jamais on n'arrive pas à répondre à ces besoins. Donc, ils vont revenir aux urgences, ils vont aller frapper à toutes les portes, qu'ils soient adéquates ou pas, mais en fonction des connaissances dont ils disposent. Donc, concrètement, pour ces personnes-là, le fait que les services et les soins soient fragmentés pose encore un problème qui est un peu plus important que pour la population générale. Pourquoi? Parce qu'ils doivent assurer la responsabilité de trouver leur chemin, de trouver les services au sein d'un système qui est déjà à la base aussi très complexe et ils vont finir par avoir des expériences de soins négatives parce qu'ils vont percevoir le système comme étant accablant et déroutant. D'où la pertinence de la coordination des soins et des services pour ces personnes-là, qui est une stratégie principale qui va faciliter l'atteinte de ce qu'on va appeler des soins intégrés, ça veut dire continus, cohérents, coordonnés. La littérature scientifique nous montre que la coordination des soins et des services a des résultats qui sont très, très positifs, que ça soit en lien de l'amélioration de l'accès aux soins, des résultats cliniques, de la communication, l'augmentation de la sécurité de ces patients, surtout pendant leur transition entre deux contextes de soins.
la réduction des réadmissions non planifiées et évidemment la réduction des coûts. Raison pour laquelle, au Québec, comme à l'international, il y a plusieurs profils de coordinatrices qui ont vu les jours. Donc, je dis coordinatrice, mais il y a des coordinateurs aussi, on s'entend. Et donc, on a vu émerger la fonction, par exemple, de gestionnaire de cas, d'une gestionnaire d'un épisode de soins, d'infirmière de liaison, d'infirmière pivot, d'intervenant trésor. Donc, malgré que les titres de ces personnes puissent différer, le but commun de ces fonctions est d'assurer l'accès de la personne et de ses proches aux bons soins, au bon endroit, au bon moment et par le bon professionnel. Malgré les résultats positifs, donc les effets bénéfiques de la coordination qu'on a vu dans la diapositive précédente, celle-ci reste difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle rencontre des multiples obstacles, tels que par exemple la multitude d'intervenants qui sont impliqués, la multitude d'organisations qui sont impliquées, la responsabilité partagée du processus, les défis technologiques et ainsi de suite. Or, ces facteurs sont peu étudiés aujourd'hui au Québec. La direction des soins infirmiers du CIS de Laval, elle a aussi implanté depuis plusieurs années ces différentes fonctions et elle a souhaité examiner les pratiques actuelles du point de vue de ces personnes, des prestataires, mais aussi du point de vue des personnes qui en bénéficient. Et le tout dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. D'où l'objectif de cette étude est de, un, analyser les leviers, donc les facteurs qui facilitent et les obstacles et les barrières à la coordination du point de vue des coordinatrices. Pour cela, nous avons été interviewés, on a mené 10 entretiens avec des coordinatrices, 10 coordinatrices qui sont en fonction depuis au moins 6 mois et qui occupent des fonctions différentes, pivot, de liaison, IGS, gestionnaire de cas, dans des contextes aussi différents, que ce soit en première ligne ou au niveau hospitalier. Par la suite, le deuxième objectif était d'aller croiser ces expériences avec celles des personnes qui en bénéficient. Donc, nous avons mené aussi 9 entretiens individuels semi-dirigés, cette fois-ci avec des personnes qui répondent à la définition de personnes ayant des besoins complexes. Souvenez-vous du premier schéma qu'on a vu, à savoir des personnes qui ont 65 ans et plus, qui souffrent en même temps de comorbidité et qui sont des grands utilisateurs des services de santé. Donc, on a sélectionné des personnes qui ont été au moins 3 fois aux urgences pendant une année, qui souffrent de comorbidité et qui ont 65 ans et plus. Le troisième objectif était de proposer conjointement, donc avec les coordinatrices, avec les personnes âgées et les aidants proches, les proches aidants, des pistes d'amélioration qui répondent aux difficultés en fait rencontrées par les coordinatrices et aux besoins de ces personnes âgées. On a donc mené un focus group, un entretien focalisé où tout le monde était autour de la table avec 2 représentants des bénéficiaires et je vais vous présenter évidemment les pistes d'amélioration un tout petit peu plus tard. Il faut savoir que l'étude, elle a reçu l'approbation du comité éthique du CIS de Laval. Le Rainbow Model of Integrated Care est le cadre conceptuel qui nous a guidés pour explorer les différents niveaux d'intégration allant de l'intégration clinique jusqu'à l'intégration du système fonctionnel normatif. Je reviendrai sur les définitions de chacun de ces niveaux un peu plus tard en même temps que les résultats. Passons à présent directement aux résultats. On va commencer par le niveau d'intégration clinique. L'intégration clinique, elle, désigne la coordination des soins qui sont centrés sur la personne, donc au niveau très, très micro. Les principaux facteurs d'influence de ce niveau d'intégration clinique et qui ont aussi eu une influence sur l'expérience des usagers ont été répartis en 3 catégories comme vous voyez devant vous. Donc, on a la complexité croissante des besoins et des situations, que ce soit les troubles comportementaux, les vulnérabilités cognitives, physiques, etc., qui sont croissantes dans la population cible et qui représentent en fait un défi majeur, principalement, surtout quand ces personnes présentent en plus
un isolement social, donc en l'absence de proches aidants ou de famille ou de proches qui pourraient venir en aide de ces personnes-là. Donc, les coordinatrices se trouvent souvent confrontées à essayer de répondre aux souhaits de la personne âgée qui voudrait rester à domicile ou qui voudrait retourner à domicile, mais il faut aussi concilier avec sa sécurité parce que son état ne lui permet pas de rentrer sans avoir un réseau social présent. Les coordinatrices sont aussi confrontées, selon ce qu'elles expliquent, avec un manque de préparation face aux troubles de la santé mentale qui sont aussi de plus en plus croissants dans la population. Et évidemment, la pandémie est venue rajouter une couche à cette complexité de par le déconditionnement physique et parfois cognitif qu'elle a provoqué chez ces personnes âgées. Euh, L'approche centrée sur la personne âgée et la relation de confiance sont quand même très, très importants. Ils ont été soulignés comme étant très appréciés de la part des personnes âgées qui disent que la coordinatrice ou le coordinateur respecte leur souhait de rester autonome, respecte leurs préférences, respecte la capacité de la famille à intervenir et à s'impliquer. Et puis, c'est cette approche, cette relation sur le long terme accroît la confiance en fait entre prestataires et bénéficiaires et fait en sorte que cette coordinatrice va devenir la personne de référence principale. Vous voyez les verbatims sur la colonne de droite, il y a des personnes âgées qui nous disent par exemple, puis quand elle avait parlé, ben, moi je la crois facilement parce que je sais qu'elle n'est pas là pour me faire croire des choses. C'est plus facile parce qu'elle est directe, mais dans le bon sens. Par contre, une frustration avait été euh, dite, exprimée, voilà le mot que je cherche, exprimée, en lien avec le roulement du personnel. Donc, on s'habitue à une personne, on établit un lien de confiance et puis cette personne change parce qu'on a un roulement élevé au niveau du personnel. Et que c'est une source d'insatisfaction en fait pour les personnes âgées et pour les proches aidants. L'empowerment des personnes âgées et de leurs proches est une stratégie efficace qui est utilisée par les coordinatrices en vue de responsabiliser le public cible et ça passe par l'établissement d'objectifs partagés et par une prise de décision éclairée. Et comme vous voyez dans le verbatim à droite, les coordinatrices pensent que ça change après toute la donne sur la perception qu'ils ont de moi comme intervenant, puis le sentiment de faire partie du processus. Ça facilite les choses par la suite. Une source d'insatisfaction était en lien avec le soutien à la navigation. Les, euh, les proches aidants trouvaient qu'il manquait un peu de soutien à la navigation, il manquait d'informations. C'est un monde qu'eux, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas à qui s'adresser. Et ils ont, enfin, quelques-uns pensaient qu'ils avaient eu l'impression d'avoir été laissés à eux-mêmes pour chercher cette information. Et donc, ça restait comme une source d'insatisfaction, comme je disais. L'intégration professionnelle, elle désigne l'effort collaboratif entre les différents professionnels des différentes disciplines pour travailler ensemble de manière efficace. Dans cette catégorie, on retrouve la collaboration et la communication interprofessionnelle qui ont été jugées comme étant très efficaces au sein de CIS de Laval, et ce, à travers les lignes des soins, donc au sein de la première ligne, au sein de l'hôpital, mais aussi entre hôpital première et deuxième ligne. Une source de satisfaction et un levier pour la coordination, c'est la prise de décision partagée, la planification précoce pour les congés en vue d'optimiser les transitions de ces personnes-là, les rencontres interdisciplinaires qui visent aussi le même objectif, et puis le sentiment de confiance des équipes les unes envers les autres. Et heureusement, le côté positif aussi, c'est que les patients, ils perçoivent cette communication efficace. Ils sont conscients que les équipes communiquent entre eux. Côté un peu moins positif, c'est le manque de clarté du rôle.
de la coordinatrice ou du coordinateur. Parfois, il y a un manque de clarté de son propre rôle à lui, mais aussi de la part des collègues, de la part des supérieurs et hiérarchiques, parfois de la part des patients aussi. Ce, ce rôle n'est pas tout à fait clair et il existe un chevauchement entre le rôle d'une infirmière coordinatrice et celui de la travailleuse sociale. On verra un peu plus tard qu'il y a des propositions, des pistes d'amélioration à ce sujet-là. Et comme je disais, bah, les proches aidants aussi ne sont pas très au clair avec cette fonction-là. Ils disent, je sais que l'infirmière de liaison, c'est autre chose, donc que l'infirmière clinicienne, on va dire, mais est-ce qu'elles ont dans leur mandat de communiquer avec les familles? Je ne sais pas très bien. L'intégration organisationnelle désigne les relations entre les organisations qui soutiennent la coordination, qui soutiennent l'arrimage. L'intégration du système, elle, c'est vraiment en lien avec l'environnement politique, l'environnement économique, social et les cadres réglementaires. Au Québec, vu que les deux sont étroitement liés, que l'impact de l'intégration du système, elle a un impact majeur sur l'impact organisationnel, nous avons choisi de les présenter ensemble. Comme vous allez voir ici, la fusion, donc selon les participants, la fusion des établissements, elle a créé une certaine fluidité dans l'organisation des services au sein du SIS. Il existe aussi des leviers qui sont très appréciés, comme les équipes de soins intensifs à domicile, comme les équipes de prise en charge et d'orientation. Même les SIAD sont très, très sélectifs, mais quand ils prennent en charge un patient, c'est vraiment aidant pour les coordinatrices qui se sentent un peu débordées par la complexité de la situation. Par contre, en parallèle, de nouveau, selon les participants, cette fusion les a un peu isolés du monde extérieur au CIS de Laval. Ils expriment une difficulté dès qu'il faut transférer un patient ou avoir des renseignements en lien avec un patient euh, au-delà des frontières du CIS. Là, ça devient plus compliqué de savoir, mais qui est mon interlocuteur à l'extérieur? Et comment est-ce que je fais pour trouver les coordonnées de contact de cet interlocuteur-là? Les participants ont aussi dénoncé une inéquité d'accès aux soins en fonction de domicile de la personne âgée, euh, parce que les listes d'attente sont très, très variables en fonction de où est-ce qu'on habite. Et les proches aidants aussi ont exprimé qu'ils étaient mal informés sur les services disponibles dans leur région et encore moins sur les services qui étaient en dehors de leur région, ce qui complique par exemple la transition d'une personne âgée de l'hôpital vers le domicile d'un proche aidant si ce proche aidant habite à l'extérieur du CIS de Laval. Pardon. Les normes ministérielles qu'on connaît tous, qu'il y a une pression de la part du ministère pour diminuer les durées moyennes de séjour, pour faire des sorties précoces, et qu'il y a des directives pour éviter que la personne âgée qui doit aller dans un centre d'hébergement ne soit relocalisée à partir de l'hôpital, mais qui doit plutôt être relocalisée à partir de son domicile. Donc, il y a ces directives, il y a cette pression, mais en parallèle, il y a un manque de places disponibles en hébergement et les listes d'attente, les délais d'attente pour mettre en place des services de soutien à domicile sont très, très longs. Et donc, du coup, les coordinatrices se trouvent prises entre répondre aux exigences, mais assurer la sécurité des patients ou des personnes âgées d'un autre côté. L'accès universel aux soins et aux services, c'est quand même un levier très, très important dans la coordination et ça assure que toutes les personnes aient accès aux soins nécessaires indépendamment de leur statut financier. Les coordinatrices trouvent ça très aidant pour elles aussi dans leur fonction parce que parfois les familles refusent les soins, puis quand ils expliquent que c'est gratuit, ben, ils changent d'avis. Cela n'empêche que les proches aidants trouvent qu'ils doivent quand même assumer une grande partie du coût financier qui est associé à la prise en charge d'une personne âgée. Et enfin, l'intégration fonctionnelle, elle est en lien avec les activités de soutien clés, telles que par exemple les outils de communication.
L'accessibilité des notes infirmières, les dossiers électroniques qui sont partagés au sein du CIS de Laval sont quelque chose de très, très aidant pour les coordinatrices qui ont accès à la même information un peu partout et ce qui facilite le suivi de nouveau à l'intérieur du site de Laval. Euh, Par contre, ce qui était un peu moins positif, c'était le fait que certains logiciels ne se parlent pas et qu'on utilise toujours des fax, des notes, des formulaires en papier, ce qui oblige les coordinatrices à faire ce qu'elles appellent du répétage, répéter l'information parce qu'elles sont existantes dans un logiciel, mais que j'ai besoin de les introduire dans l'autre logiciel, je dois recommencer ou je dois recommencer à taper tout par écrit, etc. Ce qui provoque des inefficacités dans la transmission des informations et complexifie la mise à jour efficace des dossiers. Et le dernier niveau d'intégration est l'intégration normative qui, elle, se réfère à l'adoption de valeurs communes et d'objectifs partagés. Donc, malgré les petites tensions qui puissent exister au sein d'une équipe, tout le monde était d'accord que tout le monde partage les valeurs et les objectifs partagés, à savoir éviter les bris de services de soins lors des transitions. Ils sont tous prêts à aller frapper à toutes les portes pour essayer de donner le bon service au bon moment. On arrive maintenant aux pistes d'amélioration que je rappelle qui ont été identifiées conjointement en lien avec conjointement par tous les participants, à savoir et les coordinatrices et les personnes, les usagers et les aidants proches. Euh, on va voir que la communication constitue la priorité au niveau des pistes d'amélioration à tous les niveaux, que ça soit avec les usagers, entre professionnels ou entre établissements. Au niveau micro, pardon, donc au niveau relation avec l'usager, plusieurs pistes ont été proposées pour améliorer cette communication, améliorer le soutien des personnes âgées et leurs proches aidants. Par exemple, s'assurer d'avoir répondu à toutes les questions de la personne âgée, informer la famille régulièrement sur l'évolution de l'état de santé, garder en tête le fait que la famille aussi, elle a des informations et aussi informer clairement sur les services disponibles, les ressources qui pourraient être proposées à domicile, que ce soit par le biais de documentation, de pochettes d'informations, ou alors s'assurer que tout le personnel soignant, incluant les médecins, dispose des informations nécessaires en lien avec ces ressources qui sont disponibles en première ligne et dont les usagers peuvent bénéficier, ou alors diriger ces personnes vers la coordinatrice pour qu'elle leur fournisse les informations nécessaires. Au niveau méso, donc professionnel, au niveau des professionnels, de nouveau, on va voir que la communication, l'amélioration de la communication est une priorité, comme je disais. Mais quand on parle des outils de communication, alors ça, c'est une responsabilité qui va devenir partagée avec le niveau macro, qui lui est le niveau du système de santé. Les pistes proposées étaient, par exemple, d'améliorer le bottin actuel, le mettre à jour, le rendre plus fonctionnel, de développer des adresses courriels génériques vu le roulement élevé en fait des personnes, que l'adresse ne soit pas attribuée à une personne, mais plus à une fonction, d'informatiser ce qui n'est pas informatisé et de créer la connectivité entre les différents logiciels qui ne se parlent encore pas, mais aussi de permettre aux infirmières coordinatrices d'avoir accès à des logiciels nécessaires pour elles, pour qu'elles puissent avoir une prise en charge optimale, incluant les informations des urgences. On a parlé du manque de clarté des rôles qui était ressenti par les coordinatrices, mais par les patients aussi. Les propositions en lien avec cette clarification du rôle de l'infirmière tournaient autour de réviser le descriptif de fonction, diffuser le descriptif du fonction et éviter les ambiguïtés et les chevauchements. On proposait aussi de créer des supports éducatifs, par exemple des vidéos explicatives qui peuvent être à destination des nouveaux membres, mais aussi des membres actuels de l'équipe pour les aider à mieux comprendre les rôles et au besoin organiser des réunions interdisciplinaires pour discuter des rôles et des attentes.
La reconnaissance de la charge de travail de l'infirmière coordinatrice était aussi une piste qui était proposée au niveau méso, donc au niveau aussi organisationnel. Faire preuve de souplesse dans l'allocation des ressources humaines et dans l'approbation des heures supplémentaires. Remplacer les coordinatrices en cas d'absence. Augmenter le nombre des infirmières coordinatrices pour éviter les bris des services. Il y avait aussi un besoin d'améliorer, donc d'augmenter la disponibilité des infirmières spécialisées en gériatrie. Souvenez-vous, on parlait des besoins gériatriques complexes incluant des déficits cognitifs et comportementaux. Et donc ici, la proposition, c'est d'améliorer le soutien pour les soins gériatriques en augmentant la disponibilité de ces infirmières spécialisées en gériatrie pour les dossiers qui sont complexes, pas spécialement systématiquement. Il y avait aussi une demande d'être inclus dans les décisions organisationnelles, comme c'était le cas avant la pandémie, où il y avait des comités décisionnels où les coordinatrices étaient impliquées, mais aussi d'organiser des rencontres régulièrement en vue que ces coordinatrices soient impliquées dans les décisions, notamment en lien avec les congés précoces des patients et qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Au niveau macro, je tiens à préciser que le niveau macro, c'est tout ce qui relève du système de santé. Donc, ce n'est pas le CIS de Laval qui va être capable de mettre ceci en place, mais ce sont des propositions d'amélioration qui ont été proposées par les participants sur comment est-ce qu'on pourrait avoir un système de santé qui soit plus performant. Les pistes incluaient de faciliter l'accès aux soins et aux services, mais aussi d'uniformiser cet accès à travers les différentes régions et indépendamment de la zone géographique dans laquelle on habite pour avoir un accès équitable. Évidemment, augmenter le nombre de places disponibles en CHSLD, diminuer les délais d'attente pour les soins à domicile. Une demande spécifique aux infirmières coordinatrices pivots, c'était d'avoir accès à un médecin de garde parce que parfois, ça pourrait éviter les références évitables aux urgences. Voici, on arrive à la fin. Les messages clés principaux qu'il faut retenir, c'est que plusieurs objectifs de l'intégration des soins et des services sont atteints selon les résultats que nous avons, à savoir les soins centrés sur la personne, la collaboration interprofessionnelle, la continuité des soins. Ils sont tous opérationnalisés d'une façon efficace et satisfaisante pour les coordinatrices et pour les bénéficiaires. Une priorité commune qui est sortie, c'est l'amélioration de la communication qui semble demeurer un défi. On a vu que les préférences, j'ai oublié de vous dire en fait que les infirmières voulaient informatiser leur priorité, c'était d'avoir des dossiers électroniques, des dossiers informatisés. Par contre, les personnes âgées et les proches aidants qu'on a rencontrés, pour eux, le dossier électronique n'est pas important dans le sens où ils n'expriment pas un besoin d'avoir accès à leur dossier. Ce que eux, ils préfèrent, c'est vraiment avoir une mise à jour, ou oui, enfin, d'être tenu au courant de l'évolution de l'état au jour le jour, verbalement, oralement. Donc, il y a une divergence des préférences sont variées selon qu'elle soit coordinatrice ou qu'elle soit bénéficiaire, mais c'est probablement en raison des caractéristiques de notre population cible. Une personne âgée à avoir accès à son dossier électronique n'est peut-être pas très pertinent. Une autre priorité commune, c'est établir une continuité relationnelle, être suivi sur le long terme par la même personne. Il faut savoir que la littérature mondiale ressort cette préoccupation. Donc, c'est une préoccupation qui n'est pas spécifique au contexte québécois, mais qui est quand même assez mondiale et qui souligne la pénurie, le roulement du personnel soignant et la nécessité de trouver des stratégies pour assurer cette relation de confiance sur le long terme. Et enfin, je conclus avec un message qui dit que maintenant, on a ces pistes d'amélioration. Ce qu'on devrait faire dans l'avenir, c'est trouver des méthodes efficaces pour les mettre en place, pour les opérationnaliser et aussi pour évaluer leur impact. Est-ce qu'elles vont être efficaces
et à quel niveau, en fait. Efficace pour qui, pourquoi, sur le long terme. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à 29 minutes et demie. J'ai bien respecté mon temps. Je vous écoute pour les questions. Je vais arrêter mon partage, Oui, Jacinthe. Ouais. c'est parfait. Merci, Marlène, pour la présentation. Donc, c'est le temps de la période de questions. Je vous rappelle là, de lever la main, utiliser l'espace de discussion ou de questions-réponses si vous avez des questions. Oui, la présentation va être rendue disponible, là, comme c'est mentionné, là, dans l'espace de discussion sur le site Laval en santé dans la section des conférences scientifiques. Moi, j'avais, avant de prendre une petite question, des questions du public, moi, j'en avais une. Comment est-ce que tu arrives à mesurer la complexité des besoins? En fait, il existe plusieurs outils de plus en plus développés pour pouvoir objectiver est-ce qu'on peut effectivement parler de besoins complexes ou de situations complexes chez cette personne. Et ce sont des outils qui tournent autour du schéma qu'on a montré. Donc, est-ce que chez cette personne, il y a une combinaison de ces différents domaines de vulnérabilité? Je vous donne deux exemples. Il y a un exemple qui est développé ici au Québec par une équipe de recherche. L'outil s'appelle le Connectis, qui vise à dépister rapidement aux urgences des personnes ayant des besoins complexes et qui pourraient devenir des grands utilisateurs des services des urgences. C'est un outil qui contient 6 questions et qui va vite orienter les intervenants pour dire, OK, il faut intervenir pour éviter que cette personne ne devienne une utilisatrice fréquente des services des urgences. Il y a aussi un autre outil qui est développé en français par des collègues suisses qui s'appelle le COMID et qui en fait, c'est l'acronyme de complexité de la prise en charge infirmière à domicile. Donc, il est spécifique pour les soins de première ligne et c'est un peu le même principe, différents critères qu'on va cocher oui, non pour arriver à un score qui va nous dire cette personne euh, a des besoins complexes ou vit dans une situation de complexité et il faudra mettre en place des interventions adéquates. Parfait. Bonne question du public. On vous demande, vous avez parlé du CIS de Laval, mais est-ce que vous avez parlé à des travailleurs de d'autres points de service que de la Cité de la Santé? Oui, euh, comme je disais, les infirmières qu'on a rencontrées, c'était des infirmières pivots de liaison, etc., donc qui ont une pratique hospitalière, l'hôpital Cité de la Santé, mais aussi qui ont une pratique de soins à domicile en CLSC aussi, mais aussi en RPA. OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait des différences entre les... Non, c'était assez homogène en fait les expériences. C'est comme je disais, ça tournait autour de la communication, de la complexité des besoins. Ça semblait assez homogène. En même temps, on a un échantillon de 10 personnes. Peut-être Ouais, que si on avait plus que ça, on aurait peut-être pu identifier ou comparer des points de vue différents. c'est bon. Je vois pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas si vous en avez. Moi, j'en aurais une autre. Est-ce que cette recherche-là va donner lieu à une suite? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être faites suite à cette première étape-là? Mais il y a d'autres choses qui sont en lien direct avec les résultats, à savoir ce manque de clarté de qui fait quoi. Et le manque de préparation par rapport, par exemple, à la prise en charge de santé mentale, nous sommes en train de développer un référentiel de compétences pour les infirmières qui occupent un poste de coordination pour pouvoir bien préciser quelles sont les compétences en fonction de quelles sont les activités, quel est le descriptif de fonction de ces personnes-là. Et nous ferons par la suite aussi une analyse des besoins de formation de ces infirmières pour éventuellement arriver à créer une formation qui répond aux besoins spécifiques de formation, des besoins exprimés en fait. Très bien, super. On a une question, une main levée. Madame Pesan, je vous donne accès à votre micro. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 bonjour. OK. Moi, je suis donc Josée Pesant, je suis chargée de projet à la direction de l'accès de la première ligne. C'est pas vraiment une question plutôt qu'une information.
c'est qu'on était, on est en train de travailler sur un répertoire des services de première ligne qui sont disponibles au CIS de Laval parce que c'était un besoin qui était identifié là, par l'ensemble des services de première ligne, d'avoir un document qui rassemble l'ensemble des services. Donc, on est en train de travailler là-dessus très fort, fort, fort. Il devrait être en décembre, si tout va bien. Donc, on va le rendre disponible sur l'intranet là, pour faciliter là, le transfert d'informations sur ce qui existe et vers quoi on peut diriger nos usagers en première ligne. C'est parfait. Ça répond parfaitement, en fait, aux besoins exprimés dans cette étude. J'espère que ça va le combler. Merci. Tout à fait.